Mesdames et messieurs, je demande maintenant à Stéphane Constantinescu, le lauréat francophone, de prendre la parole et de nous faire découvrir la recherche couronne. Madame la ministre, Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur l'ancien secrétaire perpétuel, Monsieur le sénateur, c'est vraiment un grand honneur pour moi et je voudrais remercier le jury des académies pour choisir ma candidature pour ce prix prestigieux. Le travail de notre laboratoire porte sur la formation normale du sang, le processus d'hématopoïèse, et aussi sur les maladies de sang qui sont des maladies néoplasiques, des cancers chroniques et aigus du sang. Alors, le sang est formé en fonction du besoin et il y a des protéines qui s'appellent des cytokines, des petites protéines qui régulent la formation du sang, comme l'érythropoïétine, la thrombopoïétine, les interleukines, les facteurs de croissance. Et ces protéines agissent sur des petits récepteurs sur la surface des progéniteurs. Et ce processus est très très bien régulé. Maintenant, dans certaines situations, une cellule souche, la cellule vraiment d'où le sang est formé, peut acquérir des mutations. Et le travail que nous présentons aujourd'hui, c'est vraiment la découverte que les cellules souches peuvent acquérir des mutations somatiques qui activent certaines voies de signalisation, certaines voies pathologiques, qui finalement donnent un avantage aux progéniteurs qui font pousser, se différencier, et finalement, il y a un nombre excessif de globules rouges ou des plaquettes qui se forment. Alors, les trois maladies qui ont été bien présentées, très bien introduites par le professeur, par notre président, la polycythémie vera ou la maladie d'Osler-Vaquez, la thrombocytémie essentielle et la myofibrose sont des cancers chroniques où la différenciation est préservée. Mais le problème, c'est que les patients doivent être traités, sinon il y a beaucoup de complications comme les thromboses et des fatalités. Et puis, ces trois maladies qui n'avaient pas une cause moléculaire jusqu'en 2005 peuvent malheureusement évoluer vers une maladie beaucoup plus sévère qui s'appelle la leucémie aiguë myéloïde secondaire. C'est une maladie qui est très difficile à traiter. Alors, ce que nous avons fait pendant les derniers 10 ans, c'est de vraiment trouver les causes moléculaires des maladies chroniques. La polycythémie vera, la thrombocytose essentielle et la myofibrose. Mais maintenant, le grand enjeu, c'est de faire le progrès vers l'interruption des signaux qui conduisent vers une progression vers la leucémie aiguë. Et alors, vous voyez ici, un patient avec la polycythémie vera, en rouge, il a un hématocrite, le volume des globules rouges qui est augmenté, et ça peut donner des complications, des problèmes de viscosité, des accidents cérébraux et des infarctus. Alors, à la base de tout ce processus, c'est vraiment un schéma très simple. C'est qu'il y a à la surface des progéniteurs des récepteurs, qui sont des protéines transmembranaires, qui fonctionnent comme des antennes. Elles reçoivent un signal qui est le signal apporté par la cytokine, et ensuite ce signal est transmis à l'intérieur de la cellule, et à l'intérieur, le domaine cytosolique est lié à des protéines tyrosine kinases qu'on appelle les protéines JAK. JAK du dieu romain des portes ouvertes avec deux visages. Et ce sont des tyrosine kinases qui possèdent chacune 2 domaines kinases. Et vraiment, ce processus est très très bien régulé normalement. Il n'y a jamais un signal sans la cytokine. Mais malheureusement, dans ces maladies, les mutations activatrices font que, soit parce qu'il y a des mutations dans la protéine JAK, soit parce qu'il y a des mutations dans le récepteur lui-même, soit il y a des mutations dans d'autres protéines qui activent le récepteur. C'est toujours la même chose. La voie JAK, STAT, JAK2, STAT5 est toujours activée d'une manière persistante. Les cytokines sont vraiment indétectables, mais la production sanguine continue à un rythme forcené. Et alors, la première découverte, la première observation que nous avons faite, c'est que la plupart de ces patients ont une mutation acquise dans leur cellule souche, qui est la mutation JAK2, qui change une valine à la position 617 avec une phénylalanine. C'est une observation que nous avons faite en collaboration avec un groupe en France, à l'Institut Gustave Roussy, conduit par le professeur William Van Schenker,
qui est un des meilleurs spécialistes dans l'hématologie en France et en Europe. Et cette mutation qui se trouve dans un domaine qui s'appelle le domaine pseudokinase, active finalement le domaine kinase en bleu, c'est le domaine catalytique de JAK2. Et dans notre laboratoire, c'était Judith Stark qui a fait sa thèse, qui a vraiment été impliquée dans le clonage du premier ADN complémentaire pour cette protéine. Et puis Alexandra Dusha, dans le laboratoire, elle a trouvé vraiment la première étape de l'activation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette phénylalanine que vous voyez ici en jaune active une autre phénylalanine et ça change la conformation du domaine pseudokinase en rose qui active ensuite le domaine kinase en bleu. Suite à cette découverte, après 2005, l'industrie pharmaceutique a synthétisé des inhibiteurs de JAK2 qui sont maintenant en clinique. Et un inhibiteur, le ruxolitinib, est maintenant approuvé en Belgique pour le traitement contre les néoplasmes myeloprolifératifs, la myofibrose, la polycythémie vera, et elles sont maintenant aussi dans des essais cliniques contre les maladies auto-immunes, comme la polyarthrite, le lupus et les autres. Et en fait, il semble qu'elle marche mieux dans les maladies auto-immunes, parce que dans les néoplasmes myeloprolifératifs, ce qu'on a besoin, c'est d'un inhibiteur spécifique pour ce mutant-là, parce qu'il est présent dans 70% des cas. Et la protéine JAK2 est importante aussi pour la formation normale du sang. Émilie Leroy, dans le laboratoire, elle a vraiment décortiqué le mécanisme intime, comment la première étape est traduite dans d'autres changements de conformation entre les deux domaines. Et c'est basé sur ce travail qu'on essaie avec des collaborations avec l'industrie pharmaceutique et biotechnologique de trouver des inhibiteurs spécifiques par des criblages de petites molécules. Ensuite, Julie Stark aussi dans le laboratoire en 2006, sur un projet structurel, elle a découvert que le récepteur à la thrombopoïétine possédait un domaine spécifique en rouge qui était responsable de maintenir le récepteur inactif en absence de cytokine. C'était un domaine que vous voyez ici en rouge qui bloque l'autoactivation. Et c'est elle qui a découvert aussi que le tryptophane, dans ce domaine, s'il est muté vers une alanine, le récepteur va devenir actif. D'autres chercheurs aux États-Unis ont découvert les mutations leucine et lysine de ce récepteur. Et finalement, aujourd'hui, on sait que 5% des patients avec néoplasme myeloprolifératif qui ne possèdent pas la mutation JAK2, en fait possèdent ces mutations du récepteur à la thrombopoïétine qui vont activer d'une manière persistante la protéine JAK2. Et c'est Jean-Philippe Defour au laboratoire qui, pendant son doctorat, il a résolu la structure de ce récepteur point de vue de l'activation. Et maintenant, lui, il a montré que 17 acides aminés peuvent activer à cette position. Il a élargi les tests de biologie clinique et il a aussi montré que ce tryptophane, à la frontière entre la portion transmembranaire et intracellulaire, en fait, bloque la dimérisation des portions transmembranaires, ce qui semble être un effet beaucoup plus large sur la famille des récepteurs transmembranaires que seulement ce récepteur-ci. Et puis finalement, en 2013, on avait l'information que JAK2 était vraiment très très fréquente, que le récepteur de la thrombopoïétine était aussi impliqué comme mutation. Et finalement, un chercheur de Vienne, Robert Karlovich, il a découvert des mutations dans une molécule chaperonne qui s'appelle la calréticuline. C'est une protéine qui normalement aide d'autres protéines à se replier et qui aide le réticulum endoplasmique de vraiment tamponner le calcium de la cellule. Personne n'a jamais songé à cette protéine comme une protéine impliquée dans un cancer. Et en fait, avec cette mutation qui change le cadre de lecture, il y a une nouvelle séquence à la partie C-terminale de cette protéine, et nous avons en fait montré que cette calréticuline mutée, dans la lumière du réticulum endoplasmique et dans la lumière de la voie sécrétoire, active le récepteur de la thrombopoïétine d'une manière spécifique, ce qui fait que les progéniteurs sont toujours activés et qu'on a toujours cette prolifération et la même voie, JAK2, STAT5, qui est activée. Et ça a ouvert un nouveau chapitre dans le domaine de la compréhension de ces maladies, parce que jusque-là, jamais une chaperonne n'a pas été accusée d'être une protéine, une oncoprotéine. Mais l'étape la plus importante, c'est vraiment maintenant, parce qu'on comprend bien tout ce qui se passe au niveau moléculaire pour ces cancers chroniques. Les mutations que je vous ai présentées sont maintenant des critères de l'Organisation mondiale de la santé pour le diagnostic.
Et en clinique, c'est beaucoup moins cher de chercher une mutation par PCR que de faire la masse globulaire avec un isotope radioactif. Alors on a simplifié les analyses et le coût avec ça. Mais le problème maintenant, c'est comment vraiment deviner quels patients vont évoluer vers une leucémie aiguë et comment bloquer cette évolution, comment traiter les patients. Et dans la leucémie aiguë, la différenciation est bloquée, les plastes s'accumulent, ils hyperprolifèrent, ils vont envahir la moelle, le foie, la rate, et la production normale du sang va s'arrêter. Et c'est là où, dans mon groupe, Virginie Mucadel d'abord, Michael Girardot, et puis maintenant Christian Pequet et Ilias Chachua, ils ont montré que la voie est différente de la leucémie de novo. C'est vraiment, finalement, on a une leucémie aiguë myéloïde, mais la voie oncogénique est très différente et qu'on a une collaboration entre la protéine STAT5 activée et des mutants de P53. En fait, la perte de la P53 est l'acquisition de deux mutations ou d'une mutation homozygote de P53 en collaboration avec STAT5 induit les gènes qui sont responsables pour la progression vers la leucémie aiguë. Et nous sommes vraiment très intéressés à poursuivre ce projet et à trouver des molécules qui peuvent peut-être être utiles dans cette maladie. Alors, je vais commencer les remerciements, et il y a beaucoup de remerciements parce que, en fait, le travail a été fait par les membres de mon équipe, et c'est à eux qu'on doit ce prix, pas à moi. Mais d'abord, je voudrais remercier mon ancien patron, mon mentor, le professeur Harvey Lodich de MIT, qui m'a appris comment faire la recherche. J'ai passé presque 6 ans dans son laboratoire et vraiment c'est là où j'ai appris comment vraiment poursuivre la recherche scientifique biomédicale. Les anciens membres du laboratoire, et j'ai déjà mentionné Judith Stark qui a vraiment été très importante pour notre laboratoire. Elle est maintenant professeure elle-même, elle a un laboratoire à Oslo, à l'université d'Oslo, financé par le IMBL. Mais je dois aussi remercier Yann Royer, qui a été mon premier doctorant, le premier technicien dans le laboratoire. Alexandra Dusha, j'ai déjà mentionné, qui a fait un travail très important dans le domaine de JAK2, et tous les autres. Michael Girardot, qui a initié ce projet leucémie dans le laboratoire avec Virginie Mucadel. Vitalina Grishkova, qui nous a vraiment éclairci toute une partie de l'interaction protéine-protéine. Roxane Albo, qui a travaillé sur la glycosylation du récepteur, qui nous a conduit au projet calréticuline. Et les membres d'aujourd'hui du labo, d'abord Christian Pequet, qui est investigateur Ludwig, Jean-Philippe Defour, que je vous ai présenté, Émilie Leroy, Ilias Chachua, qui va présenter son doctorat demain, en fait. La présentation publique est demain sur ce nouveau mécanisme d'oncogénèse le calréticuline via le récepteur à la thrombopoétine. Didier Collot, investigateur Ludwig, Lilia Varghese, qui nous vient d'Australie, de l'Institut Walter and Eliza Hall, Thomas Valigan, qui va finir son doctorat l'année prochaine et qui a réussi à construire un modèle in vivo pour les néoplasmes induits par la calréticuline mutée, Gaël Verteneux, qui est médecin également et qui travaille sur les thérapies avec l'interféron des maladies hématologiques, Florent Perrin, qui travaille dans un domaine qui n'est pas lié à l'hématologie, mais qui nous aide beaucoup. Et je voudrais aussi remercier Lidwine Genet, qui est notre technicienne au laboratoire, et Céline Mouton, qui est vraiment notre lab manager et qui s'occupe de tous les octrois et d'organiser toute la vie du laboratoire. Je suis vraiment très reconnaissant aux administrations de l'Institut Ludwig, de l'Institut Duve et du secteur santé de l'Université catholique de Louvain, parce que c'est vraiment ces trois institutions qui nous ont permis de développer nos projets de recherche. Et je voudrais mentionner le professeur Thierry Bonne, qui était directeur des deux instituts de l'UV Ludwig en 2000, et c'est lui qui m'a reçu et qui a donné la chance à notre groupe de se développer comme une unité à l'Institut de l'UV et l'Institut Ludwig. Je voudrais remercier toutes les sources de financement de la FNRS, Télévie et tous les autres, Salus Sanguinis, Fondation contre le cancer, Union européenne, PAI, ARC, des fondations, et puis la plus récente, les avions de Sébastien. Je voudrais remercier l'équipe clinique, d'abord Violaine Avalanche, professeur Violaine Avalanche de l'hôpital Saint-Luc, et les membres du service d'hématologie, et spécialement le professeur Ferrand, avec qui nous avons collaboré plusieurs années. Et à l'extérieur, nous avons des collaborations très étroites avec le laboratoire de William Van Schenker à l'Institut Gustave Roussy, professeur Steven Smith à Stony Brook,
et Robert Kralovic à Vienne. Et alors, je voudrais remercier ma famille parce que sans leur soutien, rien n'est possible. D'abord, mon épouse, Dr Anka Boras, qui est microbiologiste et qui a vraiment eu la patience de me laisser développer la recherche, et mes enfants Théo, André et Anna Maria, qui ont tous dû accepter cette vie de chercheur plein d'angoisse et d'absence. Et je voudrais aussi remercier d'autres membres de la famille qui m'ont donné beaucoup de soutien et qui m'ont vraiment donné une éducation stimulante pour la recherche médicale. Mon père, qui a été ambassadeur ici en Belgique et membre étranger de l'Académie royale de Belgique, que j'ai visité avant de venir en Belgique, et c'est par ça que j'étais intéressé à postuler en Belgique. Et je voudrais aussi mentionner mon grand-père maternel qui a fondé un institut de virologie en Bucarest qui existe aujourd'hui et qui porte son nom. Et j'ai eu cette chance de vraiment vivre dans un milieu où la recherche médicale était très valorisée. Merci.